Classique, il est 7h44. Radio Classique, l'invité de l'économie. Mon invité ce matin est économiste et historien, auteur de plusieurs essais marquants, dont La France qui tombe en 2003. Il publie ces jours-ci chez Albin Michel un nouvel opus intitulé Lettres béninoises. Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. C'est un roman que vous nous proposez cette fois, étonnamment. Nous sommes en 2040, la France est au bord de la faillite, quand le patron du FMI, un Béninois, vient à Paris pour tenter un ultime sauvetage. Épopée rocambolesque que vous racontez et que lui raconte sous votre plume, sous forme de lettres à sa famille qui est éparpillée aux quatre coins de la planète. Alors, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, Nicolas Bavrez. La France sort de la zone euro en 2031. Paris est cerné par des bidonvilles. Les zones de non-droit se multiplient, l'État s'effondre, il n'y a plus de vouloir vivre des Français. Et puis la région sud-est s'émancipe à l'initiative de Lyon. Pourquoi tant de pessimisme une fois de plus ? Alors, ce n'est pas du tout un livre pessimiste. C'est un petit peu quand même, La France en faillite. C'est un livre qui est différent des autres. Pourquoi ? C'est un roman par lettres, et puis comme vous l'avez dit, c'est un livre d'anticipation. Et j'ai choisi cette forme parce que je voulais d'abord utiliser le roman pour rendre plus sensible ce qui arrive aujourd'hui à notre pays. Et puis il y a une dimension de conte moral. C'est en ça que c'est pas du tout un livre pessimiste. C'est-à-dire, c'est un peu comme Orwell. Quand Orwell a écrit 1984 à la fin des années 40, c'était pour désarmer le risque de Big Brother. Aujourd'hui encore, avec la NSA, 1984 est passé, mais on utilise toujours ce concept forgé par Orwell. Moi, ce livre, je l'ai écrit, pas du tout pour me contenter de dénoncer les mots français, mais bien au contraire, pour vous étudier les moyens de les surmonter, montrer que c'est possible, et évidemment, le faire avant 2040. Alors, les moyens de surmonter ces problèmes, c'est notamment ce qu'a fait Lyon, vous le décrivez assez bien, et ils ont réussi à préserver ce qui fait aujourd'hui la richesse du modèle français, finalement. Exactement. Ce que je montre, c'est qu'à l'intérieur de ce pays qui va mal, on a des Français formidables dans des secteurs extrêmement différents, le monde de l'entreprise, mais aussi des médecins, des savants, des Français qui réussissent partout dans le monde, et c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui. Et puis on a aussi un certain nombre d'entités publiques qui essayent de s'organiser pour échapper à la décomposition du corps social national et la décomposition de l'État. Et ce qui se passe là encore dans le Sud-Est, pourquoi est-ce que j'ai choisi le Sud-Est ? Parce qu'à Lyon aujourd'hui, il se passe un certain nombre de choses intéressantes. On a parlé des problèmes du millefeuille. C'est alors que le référendum alsacien a échoué, Lyon a réussi à fusionner le département et la métropole et a commencé à engager des coopérations extrêmement resserrées avec la Suisse, l'Italie du Nord et l'Allemagne du Sud. Et je n'ai fait que tirer les conséquences de ce qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre pour Lyon, comme d'ailleurs pour notre pays. Mais est-ce que les récentes annonces de François Hollande sur la politique de l'offre, sur le pacte de responsabilité, sur ces 50 milliards dont on parlait d'économies sur les dépenses publiques, ne rendent pas finalement votre roman anachronique, si je puis me permettre ? Vous savez, Clémenceau disait la chose suivante, en politique, il faut savoir ce que l'on veut. Une fois qu'on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Une fois qu'on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Et donc, les mots de François Hollande sont excellents. C'est ce qu'attend toute personne raisonnable. C'est d'ailleurs ce que disait finalement depuis très longtemps le FMI, l'Union européenne, l'Allemagne, la Cour des comptes, mais que la classe politique française, droite et gauche confondues, refusait d'entendre. Puisque sur la dépense publique, il faut être clair, ça fait 25 ans qu'on a une dérive absolument délirante et qui se traduit également sur le plan de la dette. Donc les mots de François Hollande marquent un tournant. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en face de ces mots, pour l'instant, nous n'avons pas de mesures concrètes et puis nous n'avons pas également de mobilisation des forces sociales pour l'instant véritablement derrière ceci. Et enfin et surtout, nous n'avons pas d'organisation politique qui permette de mettre en place ce programme. Parce qu'il est bien clair qu'on ne pourra pas appliquer ce tournant avec les hommes qui ont créé en grande partie les problèmes qu'il s'agit de résoudre. Donc il faut répondre à ces trois questions pour pouvoir ensuite passer à l'acte. Quelles mesures, avec quelle force derrière et quel gouvernement ? Vous racontez dans le livre qu'à un moment donné, je crois que c'est dans les années 2030, cette situation d'impasse conduit à un événement politique évidemment d'ampleur, puisque c'est le Front National qui arrive au pouvoir. Ça ne résout rien d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez dans le livre. Ah bien sûr que non. Non, mais si vous voulez, là encore, je ne suis que logique. Si je prends la restructuration financière de la France, elle arrivera forcément si on reste en croissance zéro avec des dépenses qui augmentent, des dépenses publiques qui augmentent de 3% par an et aujourd'hui un refus de l'impôt.
le Front National, si la droite et la gauche confondues continuent à faire le jeu de l'extrême droite en pensant chacune que ça va l'avantager face à l'autre camp, il est clair que l'extrême droite finira par arriver au pouvoir. C'est mécanique. Si on prend l'euro, Madame Merkel l'a très bien dit, l'euro ne peut survivre qu'avec une cohésion renforcée. Pour l'instant, la France est le pays de la zone euro qui a une politique strictement non coopérative avec l'ensemble de ses voisins. Si nous continuons, eh bien, comme c'est la deuxième économie et une dette de 2000 milliards d'euros, il est clair que nous ferons éclater l'euro. Donc tout ça, c'est de la logique. Mais tout ça peut parfaitement être évité à condition qu'on se mobilise aujourd'hui. Et c'est pour ça que mon livre est écrit. En réalité, il s'adresse aux jeunes générations. C'est pour ça que j'ai voulu un livre qui soit compréhensible par tous. D'ailleurs, je l'ai testé avec mon dernier fils pour être certain que c'était possible. Parce que notre génération ne peut pas continuer à laisser la France tomber en se taisant. Livre très compréhensible. Il y a un point sur lequel je voudrais qu'on insiste. On a malheureusement peu de temps, mais c'est important. C'est ce que vous décrivez, l'émergence de l'Afrique comme la zone économique la plus dynamique de la planète dans les années 2030. Est-ce que là aussi c'est réaliste ? Pourquoi c'est réaliste ? Alors c'est réaliste parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le nouveau continent de la mondialisation. Elle a 800 millions d'habitants, elle aura 1,8 milliard d'habitants en 2050. Il y a une classe moyenne déjà de 100 millions d'habitants. C'est un continent qui a eu 5,5% de croissance depuis 2000. C'est une croissance qui, contrairement à la croissance asiatique, est endogène, portée surtout par... et c'est pour ça que finalement, l'Afrique a traversé ces crises pour l'instant des années 2000 sans dommage. Alors maintenant, c'est un continent immense. Il y a 54 États. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Rien n'est écrit, et c'est vrai pour l'Afrique comme pour la France. C'est-à-dire que ça va dépendre évidemment de ce que feront les hommes. Donc notre avenir, qu'on soit africain ou français, n'est pas écrit en bien comme en mal, il ne dépend que de nous. Et c'est ça la morale de ce conte, c'est que ceci ne dépend que de nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et sans attendre 2040, il est grand temps qu'on se mobilise. Pour les Africains, effectivement, les choses, normalement, vont aller beaucoup mieux. Et pourquoi est-ce que j'ai utilisé le Nigeria pour les Jeux Olympiques ? Parce que le Nigeria, aujourd'hui, c'est un pays de 160 millions d'habitants. C'est plus de 8% de croissance par an. Alors, c'est un pays très compliqué, avec beaucoup de violence. Il y aura 400 millions d'habitants dans le Nigeria. Il y a une compétition pour le leadership de l'Afrique avec l'Afrique du Sud, qui est souvent... Qui est déjà un pays émergent. Qui est déjà un pays émergent. Donc, les deux sont en compétition, notamment pour un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Mais ce qui est important, c'est cette dynamique africaine qui, pour l'instant, est une dynamique extrêmement positive, avec le développement d'une société civile, des progrès de la démocratie, même si c'est toujours compliqué, et puis un pays qui a échappé à cette trappe du mal-développement qui était le fait que la population croissait plus vite que la croissance économique. Ça, c'est plus vrai en Afrique, mais en revanche, c'est vrai en France, puisque depuis 2008, il y a plus de 1,5 million de Français, et en revanche, le PIB est légèrement inférieur aujourd'hui à ce qu'il était en 2008. La boucle est bouclée. Merci beaucoup, Nicolas Bavrez. Lettres béninoises à lire donc, c'est publié chez Albin Michel, et vous en êtes l'auteur. Merci d'avoir été l'invité de l'économie de Radio Classique ce matin. Merci beaucoup. Avec Wendel.